Faire son travail est devenu une menace. Parce que ce que vous avez vu aujourd'hui au Congrès n'est pas une simple audition. C'est un renversement silencieux. Un homme chargé d'enquêter au nom de l'État se retrouve publiquement désigné comme l'ennemi de l'État. Et cette contradiction n'est pas abstraite. Elle vous concerne directement, même si vous ne suivez pas la politique, même si vous n'avez jamais entendu le nom de Jack Smith avant aujourd'hui. Sur cette scène précise, sous serment, Jack Smith écoute une élue rappeler une réalité brute. L'ancien président des États-Unis a déclaré qu'il devrait être enquêté, inculpé et emprisonné. Pas une fois, pas 10 fois, mais 185 fois en utilisant l'expression « deranged Jack Smith » sur Truth Social. 185 répétitions. Ce n'est pas une insulte isolée, c'est une stratégie. Et la question posée est presque banale. Quel impact cela a-t-il sur vous, sur votre équipe, sur votre enquête? Mais la réponse, elle, change la gravité de la pièce. Jack Smith ne hausse pas le ton. Il ne dramatise pas. Il dit simplement « Ces déclarations sont faites pour m'intimider. Je ne serai pas intimidé. » Écoutez bien ce qu'il ajoute ensuite, parce que c'est là que le sens se déplace. Il explique que ces attaques ne s'adressent pas seulement à lui. Elles servent d'avertissement à tous les autres, à tous ceux qui pourraient être tentés un jour de se lever et de faire leur travail contre le pouvoir. Puis il prononce une phrase que presque personne ne relève sur le moment. Il dit que l'enquête a suivi les faits, suivi la loi, et qu'elle a abouti à une preuve au-delà de tout doute raisonnable de crimes graves. Et il refuse de faire semblant que cela n'a pas existé simplement parce qu'il est menacé. Voilà le paradoxe. Dans un système censé récompenser la loyauté à la loyauté devient un risque personnel. Et si vous pensez que cette scène parle seulement d'un procureur et d'un ancien président, regardez encore une fois. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas la réputation d'un homme, c'est le message envoyé à tous ceux qui regardent. Ce qui est officiellement présenté aujourd'hui, c'est une audition de contrôle, un procureur spécial face à des élus, un rituel institutionnel que l'Amérique a vu des centaines de fois. Mais ici, quelque chose cloche dès les premières minutes. Parce que l'audition ne cherche pas vraiment à comprendre ce que Jack Smith a fait. Elle cherche à tester jusqu'où il est encore possible de le faire payer. Jack Smith ne parle pas d'opinion politique. Il ne parle pas d'idéologie. Il répète une formule presque froide. Il a travaillé selon les règles du Department of Justice. Il a suivi les faits. Il a suivi la loi. Normalement, cette phrase devrait clore le débat, mais dans cette salle, elle agit comme une provocation, comme si respecter la procédure était devenu suspect. Et regardez le cadre plus large. Ce n'est pas un moment isolé. Nicole Wallace le souligne juste après. Autrefois, le Department of Justice comptait des centaines de Jack Smith, des procureurs chevronnés, des agents du FBI expérimentés, des gens qui faisaient ce travail toute leur vie sans jamais devenir des figures publiques. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils ont été poussés dehors, discrédités, menacés, parfois même confrontés à des menaces de mort après avoir été nommés et exposés publiquement. Mais voici le détail qui change la lecture. Personne, ou presque, n'a pris leur défense. Ni le procureur général, ni ses adjoints, ni le président. Ce silence n'est pas accidentel. Il fait partie du nouveau paysage. Et Jack Smith se retrouve à cet instant précis comme l'un des derniers responsables suffisamment haut placé pour dire à voix haute ce que beaucoup ne peuvent plus dire. Alors posez-vous la vraie question, celle que l'audition évite soigneusement. Si ceux qui appliquent la loi sont isolés, attaqués et laissés seuls, est-ce encore un système qui protège la vérité? Ou un système qui apprend aux autres à se taire? Il y a un moment précis où le discours cesse d'être abstrait et devient irréversible. Quand on lui demande s'il pense que le Department of Justice d'un futur président Trump chercherait à l'inculper, Jack Smith ne détourne pas la question. Il ne nuance pas. Il répond directement qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire parce qu'ils en ont reçu l'ordre du président. Ce n'est pas une hypothèse vague, c'est une anticipation assumée. Puis, il enchaîne avec une répétition volontaire, presque mécanique, « Je ne serai pas intimidé ». Il le dit une fois, puis il le répète. Et il ajoute quelque chose de crucial, il refuse de prétendre que ces crimes graves n'ont pas eu lieu, simplement parce qu'il est menacé. Ce passage est factuel. Il affirme que l'enquête a produit des preuves au-delà de tout doute raisonnable. Pas une suspicion, pas une opinion, une conclusion juridique.
Maintenant, remarquez ce qui ne se produit pas à ce moment-là. Personne ne le contredit sur les faits. Personne ne dit que les preuves n'existent pas. Personne ne réfute la phrase « au-delà de tout doute raisonnable ». Le débat glisse ailleurs, comme si le contenu de l'enquête devenait secondaire par rapport au coût personnel de l'avoir menée. C'est là que le signal devient clair. Le message implicite n'est pas « tu as eu tort ». Le message est « regarde ce qui t'arrive quand tu as raison ». Et ce glissement est dangereux précisément parce qu'il ne se fait pas en criant. Il se fait calmement, sous serment, dans une salle officielle. À partir de cet instant, la question n'est plus seulement de savoir ce que Jack Smith a prouvé. La vraie question devient « que se passe-t-il quand prouver quelque chose devient une faute stratégique ?» Ce qui rend cette séquence encore plus troublante, c'est à quel point elle commence à ressembler à quelque chose de familier. Pas dans le détail, mais dans la logique. À d'autres moments de l'histoire américaine, il existait une ligne implicite. On pouvait attaquer une décision, un verdict, une politique, mais s'attaquer personnellement à ceux qui faisaient appliquer la loi restait exceptionnel. Ici, cette ligne n'est pas franchie en courant. Elle est piétinée lentement jusqu'à devenir banale. Nicolle Wallace le formule avec une image qui frappe. Autrefois, le Department of Justice était rempli de gens comme Jack Smith, des professionnels discrets, compétents, qui auraient pu gagner beaucoup plus ailleurs, mais qui choisissaient le service public. Aujourd'hui, dit-elle, ces gens ont disparu. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont été purgés, discrédités publiquement, menacés légalement, parfois contraints de partir simplement pour avoir refusé quelque chose de contraire à l'éthique. Et voici le point clé. Cette normalisation ne s'est pas faite d'un coup. Elle s'est installée par répétition, par attaque publique, par silence institutionnel, par l'idée que si quelqu'un est assez exposé, assez sali, assez isolé, alors le reste suivra, comme une leçon observée par tous ceux qui travaillent encore à l'intérieur du système. Ce qui devrait choquer, c'est que Jack Smith dise à voix haute ce que beaucoup auraient autrefois gardé en interne. Ce genre de déclaration n'existe pas dans la culture traditionnelle du ministère. Si quelqu'un parlait ainsi devant le Congrès, il était généralement prié de partir. La règle tacite était simple. Si on te demande de faire quelque chose de mal, tu démissionnes. Et ils ont démissionné, en masse. Résultat, le système fonctionne toujours, mais sans ceux qui le rendaient robuste. Et Jack Smith apparaît soudain comme une anomalie, presque un vestige. Quelqu'un qui parle comme si les anciennes règles existaient encore dans un environnement qui a déjà changé. À partir de là, tout s'accélère. Pas par un événement unique, mais par une accumulation rapide de signaux. D'abord, l'idée qu'un procureur ayant suivi les règles s'attend désormais à être inculpé pour cela. Ensuite, le constat que ceux qui auraient normalement formé un rempart institutionnel ont déjà quitté la scène. Et enfin, cette impression lourde que plus personne ne contrôle vraiment la trajectoire. Regardez la vitesse à laquelle les lignes bougent. Jack Smith explique qu'il n'a rien à gagner personnellement dans cette affaire. Il est venu d'un autre poste pour accomplir un travail précis, à un moment précis. Et pourtant, il décrit un futur où il sera probablement poursuivi, non pas malgré son travail, mais à cause de lui. Punir après coup, transformer l'exécution d'un devoir en preuve de culpabilité. Puis viennent les réactions autour de lui. Des commentateurs parlent d'un ministère vidé de l'intérieur. D'autres décrivent une succession de démissions, comme des forêts entières qui tombent d'un seul coup. Pas de longs débats, pas d'enquêtes internes télévisées, juste des départs silencieux. Et chaque départ rend le suivant plus facile. C'est là que la pression devient systémique, parce que ce n'est plus une crise morale individuelle. C'est une mécanique. Une mécanique qui fonctionne vite, qui récompense le retrait et punit la persistance. Et plus elle s'accélère, plus elle devient difficile à arrêter. Imaginez maintenant que vous ne soyez ni procureur, ni élu, ni commentateur politique. Imaginez que vous soyez simplement quelqu'un qui travaille dans une institution, une administration, une entreprise publique. Quelqu'un dont le travail repose sur une règle simple. Faire ce qui est juste, même quand c'est inconfortable. Ce que montre cette audition, c'est ce qui arrive quand cette règle cesse d'être protégée, parce que le signal envoyé ne s'arrête pas au mur du Department of Justice. Il descend, il circule, il est compris très vite.
Quand un responsable aussi visible que Jack Smith explique calmement qu'il s'attend à être puni pour avoir suivi la loi, tout le monde en dessous ajuste son comportement. Pas par lâcheté, par survie professionnelle. Et cela change des choses très concrètes, des décisions qui ne sont plus prises, des dossiers qui avancent plus lentement, des phrases qui ne sont plus écrites, des objections qui restent dans la tête, pas parce que les gens ont soudain changé d'avis, mais parce qu'ils ont vu ce qui arrive à ceux qui vont jusqu'au bout. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de quotidien, de carrière, de sécurité, de réputation. Quand les menaces deviennent publiques, répétées, normalisées, le coût de la vérité n'est plus théorique. Il est personnel et tout le monde le comprend sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Si cette sensation vous semble familière, si vous avez déjà eu l'impression qu'il valait mieux se taire que d'avoir raison, dites-le dans les commentaires, parce que c'est exactement ce mécanisme-là qui est en train d'être exposé à ciel ouvert. Ce qui permet à ce système de tenir, malgré tout, ce n'est pas la force brute. C'est quelque chose de plus subtil, un mélange d'incitation, de peur et de spectacle. Parce que le pouvoir n'a plus besoin de convaincre que les faits sont faux. Il lui suffit de rendre leur défense trop coûteuse. Regardez comment le mécanisme fonctionne. Les attaques sont publiques, répétées, amplifiées. Elles ne visent pas à gagner un débat juridique. Elles visent à créer un environnement où chaque acteur comprend intuitivement les règles du jeu. Tu peux avoir raison, tu peux avoir les preuves, mais si tu insistes, tu deviens le sujet de l'histoire et pas dans le bon sens. Un commentateur parle d'une cliquetature. Tout devient mise en scène. Le spectacle de la menace, la production d'images, de phrases chocs, de contenus viraux. Même la violence, quand elle survient, est immédiatement transformée en narration. Qui tweet quoi? Qui contrôle l'image? Qui domine le récit? Dans ce contexte, quelqu'un comme Jack Smith apparaît presque irréel, sobre, silencieux, concentré sur les faits dans un environnement obsédé par l'impact. Et c'est précisément pour cela qu'il dérange, parce qu'il ne joue pas selon ces règles-là. Il ne cherche pas à gagner l'attention. Il cherche à établir la réalité. Et dans un système où l'attention est devenue la monnaie principale, la réalité devient secondaire, parfois même dangereuse. À partir de maintenant, deux trajectoires deviennent visibles, même si personne ne les annonce officiellement. La première est la plus simple à reconnaître. Le mécanisme continue, les attaques se poursuivent, les enquêtes deviennent des risques personnels, les fonctionnaires encore en place apprennent à anticiper, à éviter, à se protéger. Dans ce scénario, Jack Smith n'est pas une exception héroïque, il devient un exemple dissuasif, une preuve vivante de ce qui arrive quand on va trop loin. Mais il existe une autre trajectoire, plus incertaine, plus instable. Celle où ce moment précis, cette audition, cette série de phrases prononcées calmement sous serment ne disparaît pas. Où elles restent, où elles sont revues, citées, partagées. Où l'idée qu'un procureur ait affirmé publiquement qu'il disposait de preuves au-delà de tout doute raisonnable continue de flotter sans être réfutée, pas niée, simplement laissé là, simplement. Dans ce deuxième scénario, le silence devient bruyant, parce que plus personne n'explique pourquoi ces preuves seraient en fausse. On se contente de déplacer l'attention, de créer d'autres controverses, d'autres spectacles. Mais quelque chose est enclenché. Une attente, une tension. L'impression que ce dossier n'est pas terminé, même si on aimerait qu'il le soit. La vérité la plus dérangeante de cette audition n'est pas ce qui a été dit. C'est ce qui a été montré. Un système peut continuer à fonctionner tout en inversant silencieusement ses valeurs fondamentales. Là où le courage était autrefois invisible, il devient une anomalie. Là où la loyauté à la loi était neutre, elle devient suspecte. En une seule phrase, cette scène résume tout. Faire son travail n'est plus une protection, c'est une exposition. Jack Smith n'est pas présenté comme un martyr ni comme un héros. Il apparaît comme quelque chose de plus inquiétant encore, un rappel vivant de ce que le système attendait autrefois de ceux qui le servaient. Si vous voulez comprendre ce qui arrive ensuite, il ne faudra pas regarder les slogans, ni les tweets, ni même les prochaines audiences. Il faudra observer qui parle encore. Et qui a disparu, qui reste debout et qui a appris à se taire. Parce que la question centrale n'est plus « que s'est-il passé aujourd'hui ?» La vraie question est
Combien de temps un système peut-il fonctionner ainsi avant que plus personne n'accepte d'en être la preuve vivante? Si ce type d'analyse vous aide à voir plus clair dans le bruit, abonnez-vous. Ce n'est pas la dernière fois que cette histoire refera surface.